en 1959, l'année où Fidel Castro prenait le pouvoir. Castro, sa muse malgré elle, Castro, sa malédiction, Castro qui toujours lui ronge le sang et l'âme. Comme l'héroïne de son livre Cher premier amour, Zoé Valdés a aussi été enrôlée adolescente dans les écoles de chant. Elle a aussi roulé des cigares pour un régime qui voulait voir transpirer les étudiants. À 20 ans, elle croit encore qu'elle peut changer la donne de l'intérieur. Mais en 1995, l'écrivaine doit s'installer à Paris avec sa fille et son mari. Ses écrits l'ont rendue indésirable, ou plutôt intolérable à Cuba. Dans ses livres, des héroïnes flamboyantes et déjantées, des gifles au régime castriste, un désespoir qui se noie dans le sexe, un style vif et cru où se mêlent rage et tristesse. Avec l'éternité de l'instant, son dernier roman, Zoé Valdés raconte l'épopée de ce mystérieux grand-père chinois venu à Cuba. Cet homme dont le sang coule aujourd'hui dans ses veines et dans ses lignes de romancière. Zoé Valdés, bonsoir. Bonsoir. Sur la première page de votre site internet est écrit « Elle vient d'une île qui voulait construire le paradis ». C'est par ces mots aussi que se termine votre roman « Le néant quotidien ». Ces quelques mots, c'est un peu votre carte d'identité? Oui, c'est ma carte d'identité, même si évidemment ce n'est pas une carte d'identité qui pourrait être reconnue officiellement par le gouvernement cubain. C'était la fin de mon roman, Le néant quotidien, et c'était le début aussi. C'était la phrase, l'étanie, la phrase qui m'a permis de commencer ce roman avec le titre Le néant quotidien, justement. Mais ce paradis, cette révolution, vous y avez cru un instant dans votre enfance? Quand on est enfant, on croit à ce qu'on vous raconte. Puis il y avait ma famille qui n'était pas très d'accord avec cette révolution, mais qui recevait l'information et qui vivait les moments comme tous les autres Cubains. Il y avait évidemment la jeunesse de ma mère. Ma mère, elle était jeune, elle était ouvrière, elle voulait le meilleur pour moi, qui était sa petite fille. Je venais de naître en plus, c'était l'année 59. Et puis il y avait ma grand-mère qui était inconsciente. Elle était folle, comédienne, elle faisait du théâtre, mais en même temps, elle voyait ça comme une pièce, quoi. Tout ce qui se passait dans son entourage, c'était comme une pièce, c'était comme un drame permanent. Donc elle a été emportée par ce drame aussi. Et puis il y avait ma tante qui était complètement à côté de la plaque, comme on dit. Elle recevait l'information et puis elle assistait, et puis comme pas mal de gens aussi. Mais moi, quand j'étais petite, j'ai cru, parce qu'il y avait évidemment cet endroit merveilleux où m'a mené ma grand-mère, qui était l'église. Et après, il y avait l'école où on nous parlait de politique, qui était de toute façon une espèce, d'une certaine façon, c'était une autre église aussi. On me parlait d'une autre, vous savez, les Cubains, ils font de tout une religion. Donc ils ont fait aussi du marxisme-léninisme une religion. Alors je ne sais pas si c'est le paradis ici, en tout cas je ne sais même pas s'il existe sur Terre, mais toutes ces personnes dont vous venez déjà de nous parler, on va un peu les retrouver dans ces 5 lumières qu'on a préparées pour vous, qui sont aussi parfois des souvenirs. On y va? D'accord, on y va. Alors il y a... Ah oui. Vous avez écrit en juillet 2006, au moment du mondial de football, un article sur Zinedine Zidane, sur Zizou, oui, que vous aimez beaucoup. Et dedans, vous avez écrit « Ma patrie, c'est l'émotion poétique ». Votre patrie, vous l'avez quittée. Est-ce que l'émotion poétique, c'est une
consolation? Je pense que c'est pour un exilé, c'est la seule motivation évidemment. Après, il y a d'autres pays, d'autres patries et d'autres terres qu'on trouve et qu'on essaye de les vivre comme la sienne. C'est pas possible, ça c'est sûr, mais on essaye quand même. C'est vrai que c'est l'émotion. L'émotion, parfois positive, parfois très négative, parfois mélancolique et joyeuse aussi, pourquoi pas. L'image de l'exil, de quelqu'un qui part dans l'océan avec des rames, on la retrouve souvent dans vos livres. Vous n'êtes pas parti comme ça, vous. Vous avez perdu des amis comme ça? Oui, j'ai perdu des amis comme ça. C'est pour ça que cette première image est très forte pour moi, parce qu'en plus, je viens juste de voir un film. Ça fait pas longtemps, ça fait 2 ou 3 jours que je ne voulais pas voir jusqu'à maintenant. Ça s'appelle 90 millas, 90 millas. C'est la distance entre Cuba et Miami. Et c'est un film très douloureux, très fort et qui m'a beaucoup ému. Et vous savez, évidemment, c'est le symbole des balseros cubanos, des gens qui quittent le pays par les radeaux de fortune. Et oui, c'est triste, c'est fort, et bon, c'est le seul espoir pour plusieurs Cubains que je ne conseille pas, évidemment. Partir, mais revenir aussi, ça existe? Vous y avez songé? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est drôle parce qu'il y a un film que j'aime beaucoup, c'est ce film qui s'appelle Partir et venir, justement. Et je l'ai vu à Cuba, et justement quand j'ai vu que les gens rentraient chez eux et qu'ils pouvaient à nouveau vivre dans leur maison, je me suis dit, ah tiens, mon pays est vraiment différent, parce que ça, pour le moment, on ne peut pas le faire, c'est pas possible. Si vous revenez un jour, vous avez peur de vous sentir étrangère chez vous? Oui, parce que comme il y a un poème, vous savez, il y a ce poème de Cavafis qui s'appelle Ithaca, qui dit même si un jour tu fais tout pour quitter ton Ithaca, mais même si un jour tu rentres chez elle, tu ne pourras pas reconnaître ton chez-toi, parce que ça ne sera plus ton chez-toi. C'est vrai que l'exil, c'est définitif, c'est à vie. Si vous revenez un jour, qu'est-ce que vous ferez en premier? Est-ce que vous avez imaginé? J'irai devant le malécon, voir la mer, et j'irai devant la maison de ma mère, évidemment. C'est la mère, ma mère. Et ma mère qui n'est plus là parce qu'elle est décédée à Paris, j'ai pu la sortir de Cuba. Mais il y aura quand même son petit balcon. Et puis ces murs qui entourent la baie de la Havane, les malécons, là où il y a la mer cubaine. On poursuit notre voyage à nous deux. D'accord. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol sol ré do. Toutes deux demoiselles. Ça c'est pas très cubain comme musique. Mi fa sol la mi ré mi fa sol sol ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se prive à travailler vaillamment. Vous êtes où là quand vous entendez cette musique? Et pour cela on dit, Vous vous retrouvez à quel endroit, à quelle époque de votre vie? toutes donner le père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins. Cette musique, elle vous raconte votre jeunesse? Oui. Qu'il avait sur la joue, nous sommes de Elle vous raconte quoi? nés sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Et mon ami tout est. Elle vous raconte quoi cette musique? Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette musique, Zoé Valdés? Ce film, je l'ai vu 65 fois. C'est un film qui passait et quand j'étais petite dans un cinéma de la Havane. Et c'était un cinéma qui nous avait, d'une certaine façon, qui nous avait accueillis comme un foyer, parce que j'habitais, c'est-à-dire la maison où j'habitais, elle est tombée.
Donc on n'avait plus de maison, on nous a envoyé un foyer et en face du foyer il y avait ce cinéma, le cinéma Actualidades. Et alors ces films passaient comme ça tout le temps, c'était les films préférés de ma grand-mère et puis après évidemment c'est devenu un de mes films préférés. Vous dites que c'est à cause de cette fameuse grand-mère que vous écrivez. Bien sûr, parce qu'elle a déclenché. Elle avait beaucoup d'imaginaire et puis elle me donnait des livres complètement différents, pas pour mon âge évidemment, en français, des livres qu'elle lisait, elle me donnait Baudelaire. Elle aimait beaucoup lire Baudelaire avec son accent, elle ne comprenait pas, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle disait, mais elle aimait ça, elle aimait beaucoup la poésie française, elle était très afrancesada, comme on dit à Cuba quand une femme est rêveuse, elle était très rêveuse. Et puis évidemment ce film me faisait rêver parce qu'il y avait les couleurs de ces films, il y avait les robes, il y avait les chapeaux, il y avait François d'Orléans que j'aimais beaucoup et Catherine Deneuve. À l'époque je ne savais pas comment elles s'appelaient, mais je trouvais que c'était des filles extraordinaires et moi je voulais être comme elles, quoi. Et moi aujourd'hui j'aimerais bien un jour, si c'est possible, faire un peu un film qui soit la continuation, qui soit un peu dans l'esprit de les Demoiselles de Rochefort. Vous parlez des robes des Demoiselles de Rochefort, mais à côté il y a une autre robe qui a une histoire aussi à raconter. C'est vous qui l'avez amenée dans votre sac. Oui. C'est une robe que vous aviez à la Havane quand vous étiez toute jeune. Et vous m'avez dit, je ne l'ai pas lavée pour qu'elle garde l'odeur de Cuba. Oui, l'odeur, c'est ce qu'il y a de plus troublant dans les souvenirs? Oui, en fait c'est une robe qui m'a duré, vous savez à Cuba c'est la robe de la jeunesse mais c'est la robe aussi de après, hein. C'est la même robe toujours, donc c'est une robe que je mettais beaucoup et surtout quand j'allais dans les fêtes et tout ça, les fêtes chez les gens. Et puis c'est une robe qu'après quand j'ai décidé de partir, je l'ai pris et je me suis dit ça va être un peu mon fétiche, ça va être comme une espèce de souvenir très pressant, très physique. Vous la respirez quelquefois? Oui. Ça, évidemment, c'est dans mon imagination, mais il y a cette odeur surtout de la maison où j'habitais, surtout les placards, surtout les gens, c'est incroyable. Et puis les couleurs aussi, bon, je ne l'ai pas lavée, je la gardais telle qu'elle. Elle sent encore vraiment? Racontez-moi cette odeur. Oui. Oui, elle sent l'île, la terre. C'est dingue, mais on est. C'est aussi, je sais que c'est quand on est écrivain, on cherche beaucoup on s'accroche, quoi. On veut trouver des choses pour s'accrocher, on veut trouver aussi le spirituel, mais aussi un peu de matière. C'est pour ça que j'ai aussi des choses. Je garde par exemple, pour pouvoir écouter la mer, un énorme coquillage qu'on appelle kobo. Et je les mets parfois dans mon oreille comme ça et j'entends la mer. Et puis c'est des trucs un peu de malade mental, quoi. Cette robe, vous l'avez montrée à votre fille? Oui. Elle m'a dit, ah oui, c'est joli, c'est tout. Mais elle vit sa vie, je comprends. C'est une Française, votre fille? Pour vous? Elle est cubaine, française, et elle est très havanaise aussi, mais elle ne le sait pas encore. Elle est très parisienne, très havanaise. Et ça me plaît beaucoup parce qu'elle a la façon de parler quand elle parle, quand elle croit, quand elle parle évidemment comme une parisienne, mais quand elle bouge, elle est très havanaise. On poursuit? D'accord. Alors, le voilà. Le voilà et en plus il parle. Ah, ça, on ne sait pas maintenant s'il parle ou il... Alors je... De una manera indecente y que no podemos sino reaccionar contra toda esa porquería, contra toda esa basura, contra toda esa miseria, contra todo ese bandidismo, contra toda esa desfachatez insólita
Je ne sais pas si c'est la vérité ou si c'est le roman, mais vous avez écrit qu'avant même de naître, quand votre mère assistait au discours fleuve de Fidel Castro, vous vous déchaîniez déjà à coups de pied dans son ventre. Ça, c'est le roman, mais c'est vrai que ma mère disait je ne pouvais pas aller dans le discours, dans les manifestations, parce que toi, tu étais dans mon ventre, tu étais toujours très inquiète. Donc, c'est vrai, elle m'a raconté ça. Mais j'ai toujours été une gamine très inquiète. Je sautais partout, je n'arrêtais pas de monter sur les meubles, de me jeter sur tout. Donc, c'est peut-être à cause de lui, mais je ne sais pas. Et quand vous le voyez, lui, vous ressentez quoi? Ça ne me fait pas rigoler, vous savez, parce que c'est un homme qui a quand même fait souffrir beaucoup de monde. Pas seulement à Cuba, pas seulement les Cubains. Depuis 48 ans, il est toujours là-bas, parce que même s'il n'est plus aujourd'hui la présence permanente, il y a quand même son frère qui est à peu près la même chose, ou peut-être pire. Et il y a tout son entourage qui n'a pas changé, et puis il y a toute cette politique, tout le castrisme qui est toujours là, et puis c'est un homme qui a changé la vie des Cubains, je pense que pour beaucoup de temps, pour beaucoup de... On vous a entendu tout à l'heure dire vive Cuba libre. Cuba sans Fidel, ça veut dire Cuba offert à George Bush? Non, je ne sais pas pourquoi on dit toujours ça, qu'après Castro, on va tomber dans les bras des Américains. C'est pas possible. Et puis avant, c'était pas comme ça. Ça, c'est ignorer vraiment l'histoire, la vraie histoire de Cuba. Je ne pense pas du tout à ça. En fait, c'est la version qu'il a voulu faire croire à tout le monde. Le monde entier a voulu le croire. Donc c'est pour ça que nous, on se trouve aujourd'hui dans cette piège. Mais même les Cubains l'ont cru. Donc... Et c'est un homme qui a fait beaucoup de morts, beaucoup d'exilés, il a détruit ce pays et moi je peux pas le nier, je peux pas me mettre comme ça devant une image qui est tellement douloureuse et en même temps ridicule. Aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes qui viennent à Cuba, il y a une mode cubaine, il y a le public qui vient bronzer dans une des dernières patries du socialisme, voire un régime en voie d'extinction. C'est obscène. Je ne peux pas juger, c'est vrai que c'est un pays qui est devenu, c'est une politique, c'est une dictature qui est très obscène, c'est la dictature qui est obscène. Après, si les gens veulent partager ça, c'est leur problème à eux, c'est pas mon problème à moi. C'est vrai que c'est un pays qui se vend aux meilleurs acheteurs, donc les gens achètent. Et puis, c'est vrai que la mode, ça devient de moins en moins importante. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un autre pays à côté, c'est ce pays merveilleux que c'est la République dominicaine. Il y a Saint-Domingue, c'est un pays où les plages sont tellement belles, le soleil c'est le même, et puis c'est encore les triples moins cher que Cuba. Donc les gens, surtout les Français, ont compris maintenant qu'à côté, il y a un pays beaucoup plus calme où on ne vous vend pas une glace à la Che Guevara, on vous vend seulement une glace, c'est tout. Écrire, ça a été un moyen de vous libérer de Castro et de votre colère et de votre tristesse aussi? Non, écrire, c'est écrire, c'est le mystère de l'écriture, c'est la littérature, c'est la poésie, c'est la douleur, c'est la souffrance et c'est la joie aussi. Mais je ne pense pas que je pourrais me libérer de Fidel Castro comme les exilés chiliens ne se sont pas libérés de Pinochet, ils parlent encore, ils sont toujours très touchés par ça, et les Argentins de la même façon, et puis les Espagnols aussi. Vous savez, c'est une dictature qui a fait quand même beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de gens exilés, et c'est quelque chose qui reste. Je pense qu'il y aura beaucoup de séquelles après les frères Castro. Je vous propose qu'on quitte la politique pour retourner à votre univers romanesque. Oui, tant mieux. Alors, je vais où? Ici. Pourquoi une papaye? C'est un fruit cubain, C'est plus que ça, non? C'est vraiment les fruits cubains.
Et puis c'est vraiment, il y a un double symbole, c'est aussi le sexe féminin. Vous le savez très bien qu'à Cuba, on dit la papaya, c'est le sexe féminin. Et puis une femme qui est très courageuse, on dit es una papayúa. Et c'est vraiment un fruit extraordinaire. Et puis il y a quand même des peintres qui l'ont immortalisé. Moi, je peux par exemple me souvenir maintenant de Ramón Alejandro, qui est un grand peintre cubain qui a toujours peint la papaya et qui vit à Paris aussi et qui a fait toujours de ces tableaux un énorme champ à la papaya. Vous avez une écriture très, très sensuelle, très, très charnelle. C'est pas pour rien que la papaye, vous en parlez même dans votre dernier livre, qui est peut-être plus épuré. Je pense à une autre scène du néant quotidien, une scène torride que vous comparez à 9 semaines et demie, où l'héroïne et son amant, le nihiliste, ont vraiment un rapport très débridé. Elle lui donne le prix Nobel du cunilingus. Vous aimez écrire la sensualité? Oui. Vous avez un plaisir particulier? Ah oui, j'aime beaucoup parce que c'est un monde que j'ai commencé à explorer par la poésie. Ça fait déjà quelques années, une vingtaine d'années de ça, ou même plus. Et c'est un monde très intime, c'est un monde, je pense, que très peu connu aussi, et surtout très peu connu du côté des femmes américaines, latino-américaines, et surtout des femmes cubaines. Les femmes cubaines sont, comme on dit à Cuba, una cajita de sorpresa, c'est des boîtes à surprises. Et il y a cette force de cette sensualité, mais en même temps il y a une fragilité, il y a la beauté, mais il y a aussi la laideur, et puis évidemment il y a un discours féminin qui est complètement drôle, sauvage et musical, très rythmique et très... Vous vivez à Paris? Et très profond, parce que ce n'est pas parce que c'est un langage comme ça, très divers, qui n'est pas profond. Oui, je vis à Paris. Vous vivez à Paris, et justement, face à cette écriture, à ce côté très charnel, comment réagissent certains mâles écrivains parisiens? Ah, je ne sais pas, parce que je ne vois pas les mâles écrivains parisiens. Vous fréquentez pas le milieu littéraire? Ça me dépasse totalement. Non, je ne fréquente pas. J'ai des écrivains que j'aime beaucoup, je préfère les lire, et puis... Je n'ai jamais été dans les milieux littéraires, même pas à Cuba. J'étais toujours dans les milieux des peintres et du cinéma et de la télévision. Ce qui m'intéresse, vous savez, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'histoires vraies dans ce monde-là. Après, les milieux littéraires, moi je suis écrivain, donc je connais comme je suis, je sais que je suis difficile, c'est un milieu très difficile, mais en même temps c'est un milieu aussi très solitaire, et je crois que c'est nécessaire. Ce n'est pas important de se raconter les romans et de se raconter les histoires, parce qu'en fait après on ne va pas écrire ce qu'on raconte, on va changer de toute façon, parce que ça dépend du moment où on va écrire. Et de ce qu'on va dire, ce n'est pas parce qu'on se raconte les histoires qu'on va être un grand écrivain. Est-ce que vous voulez goûter cette papaye juteuse avant de la quitter ou pas? Alors je ne sais pas si elle est aussi parfumée qu'à Cuba. Elle est très très bonne. Très très bonne. Après, il y a les Bouddhas. Voilà, le petit Bouddha, c'est vous qui l'avez amené? Cubain. Pour montrer C'est très drôle parce que on dit qu'à Cuba, pour que les Bouddhas vous donnent tout ce que vous demandez, c'est-à-dire vous demandez, vous faites des vœux, il faut les caresser les ventres, et comme ça, il fait... Et il vous donne tout. Alors, vous êtes sûr qu'on lui caresse que le ventre après ce qu'on vient de dire? Bah oui, et un peu plus bas si vous voulez. Hein. Mais ce qui est drôle, c'est que jamais un Bouddha était si heureux. J'ai jamais vu à Cuba ou à Miami seulement. Et on le voit, on dirait un chanteur de salsa, on dirait pas un Bouddha avec ses maracas. Alors on quitte le petit Bouddha bon vivant pour la dernière lumière qui est derrière vous. Derrière vous. Derrière moi. Voilà, vous vous retournez. Ici? Et qui... À nouveau? Non. Ah, là. Et qui vous parle en fait de votre dernier livre,
Oui. L'éternité de l'instant. Alors, dans ce livre, Mei Ying, qui est la femme de votre arrière-grand-père, lorsqu'il quitte la Chine et part pour essayer de trouver de l'argent, de s'en sortir, elle coupe un morceau d'elle-même. Elle lui donne cette tresse. Et à la fin de ce livre, il y a 3 photos. Il y a celle de votre mère, celle de votre grand-mère et celle de votre grand-père chinois, Mo Ying. Alors ce grand-père chinois, avant d'être le personnage central de ce livre, ça a été votre grand-père tout court. Qu'est-ce qu'il a représenté pour l'enfant que vous étiez? C'était compliqué parce que ce n'était pas un personnage qu'on a vraiment aimé dans la famille, parce que vous savez que ma grand-mère a voulu le quitter, donc elle l'a quitté parce qu'elle voulait être comédienne. C'est lui qui a gardé les 5 enfants. Il y a eu un qui est mort, très petit, et puis il y a eu les autres 4 qui sont restés avec lui. Et cet homme, il a arrêté de parler, il ne voulait plus parler à cause de cette peine d'amour. Et puis après, c'est un personnage qui était très présent parce qu'on parlait tout le temps de lui, on disait du mal et du bien parfois, pardon. Et en même temps, moi je ne comprenais pas tellement, mais je savais que c'était quelqu'un de bizarre, quelqu'un de grand, qui avait une culture immense, qui venait d'un pays très lointain, qui avait fait un voyage incroyable. Et un jour, je l'ai rencontré, il était déjà assez âgé, puis il était fatigué, et c'était magnifique parce que j'ai trouvé que c'était beau, il était chinois, il était calme, silencieux, et puis ma mère a dit quelque chose, et du coup il a parlé. 40 ans qu'il ne parlait pas, et là il a parlé, donc tout le monde, après tout le monde a raconté ça à la maison, les Chinois, enfin il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Rien, une phrase. Vous m'avez dit qu'en écrivant ce livre, vous vous êtes souvenu bien sûr de votre grand-père, mais plus particulièrement de son corps, des veines de ses bras, oui. de sa maigreur. Oui, le corps, il se lie pour vous? Bien sûr, en plus ce roman a les structures d'un corps chinois. C'est les Chinois de la charada, c'est un jeu de hasard chinois qu'on voit d'ailleurs à l'intérieur du livre. Et je voulais que justement, j'ai vu les bras, à ce moment-là, j'ai vu les bras de mon grand-père, il était très fibreux, très maigre, et je n'oublierai jamais ces bras qui m'ont donné cette idée d'écrire un roman comme un corps humain. Ça, c'était vraiment le départ du roman. Ce grand-père, il avait décidé de ne plus parler, par tristesse. Ça vous est arrivé aussi, parfois, de ne plus avoir envie de parler? Oui, en fait, j'étais toujours... je n'étais jamais bavarde, j'étais plutôt dans mon coin, et quand j'étais petite. Après, évidemment, je crois que maintenant je parle trop même c'est-à-dire dans ma vie, tous les jours, je parle trop. C'est vrai qu'il m'a impressionné pour ça, et ça restait à moi. Et puis après, je pense que j'ai commencé à écrire à cause de ça, parce qu'il écrivait aussi pour communiquer. Et je pense que tout ce qu'on m'a raconté de lui, ça a donné à moi l'envie d'écrire, et ça a donné quelque chose de plus. Ça a donné l'idée que l'écriture, pour moi, c'était un refuge, c'était en même temps une fugue. Merci Zoé Valdés de nous avoir parlé, et certainement pas trop, au contraire, on vous écoutera encore longtemps. Merci. Merci à vous.